Bienvenue dans le hameau de la Reine, le podcast des femmes qui veulent transformer leur quotidien en royaume créatif, intime et somptueux. Je suis Valérie, connectée au rythme des saisons, révélatrice de beauté, créatrice de mobilier et d'accessoires en carton, de style Louis XVI, et peut-être ta nouvelle complice créative. Dans ce podcast, je t'invite dans mon univers, un chemin fait de gestes simples, d'inspiration subtile, de création intuitive et de foi en la magie de la vie. On parle ici de manifestation, de rythme naturel, de lieu de vie qui révèle l'âme, d'autonomie joyeuse, d'intuition et de comment créer un écosystème où ton plaisir personnel devient source d'abondance. Si tu rêves de vivre à ton rythme, dans un espace qui te ressemble et te ressource avec douceur, sens et magnificence, tu es au bon endroit. Prépare ta tasse de thé, ton carnet ou ton ouvrage du moment et entre avec moi dans le hameau. Ça y est, je l'ai, j'ai mon podcast. Alors je suis trop contente et en même temps amusée parce que c'est un projet qui est arrivé à moi d'une façon assez soudaine. Je l'ai laissé mûrir un petit peu et puis ça y est, on est là. Alors si tu l'entends sur une plateforme publique, c'est que j'ai réussi, mais je dois te dire que la veille, je n'avais pas encore de visuel, je n'avais pas encore de musique signature, je ne savais pas encore si j'allais faire des saisons. Je savais que mon premier épisode, ce serait un épisode de présentation et j'allais expliquer pourquoi ce podcast allait s'appeler le hameau de la Reine. Mais en dehors de ça, je n'avais pas grand-chose. Et puis finalement, en prenant les étapes l'une après l'autre, tout a coulé de source. Et je t'ai pas dit non plus, mais je n'avais jamais utilisé de logiciel de montage audio. Donc dans la foulée, il fallait que je télécharge, que je comprenne comment ça fonctionne, que j'apprenne. J'avais tout à faire, quoi. Bon, cette idée de podcast, elle me trottait dans la tête quand même depuis peut-être 2-3 ans maintenant. Mais j'avoue que les pros du podcast ne m'avaient pas convaincue. Parce que tout d'un coup, ce moyen de communication que je trouvais très, très spontané, dans sa préparation, je trouvais ça très, très rigide, très structuré, trop structuré pour garder ce naturel que j'entendais dans les podcasts qui me plaisaient. Pas dans tous les podcasts, mais dans les podcasts qui me plaisaient. Et du coup, j'ai laissé tomber parce que je dis non, si c'est comme ça qu'il faut le préparer, je pense pas que ce soit pour moi. Alors c'est vrai que du coup, j'aime beaucoup écrire et j'étais revenue au blogging et chaque semaine j'écrivais donc du coup un article que je partageais dans ma lettre d'information, donc la chronique créative que j'envoie tous les mercredis. Voilà, si tu veux la recevoir, je mettrai le lien dans la description. Et il y a eu un moment de ça, donc il n'y a pas si longtemps que ça, 3 semaines plus tôt, j'explique aux personnes qui reçoivent ma chronique que j'ai un blocage, j'arrive plus à écrire d'articles. Je pourrais écrire un article, mais ce serait très très mécanique dans le il faut que j'écrive un article. Et je sais que quand je suis dans le il faut, je dois, ce que je fais c'est pas vibrant, je trouve pas ça très bon, quoi. Même moi, je trouve ça pénible de me relire. Alors si moi je trouve ça pénible à relire, j'ose même pas imaginer pour quelqu'un peut-être qui découvre. Bon, ça fait presque recherche exposé, ouais c'est ça, c'est un article qui devient un exposé, une recherche très académique, mais il y a rien de moi en fait dedans. Et donc du coup, il y a 3 semaines de ça, j'ai pas d'article et j'ai ma chronique à envoyer. Et spontanément, du coup, je prends mon micro et j'explique. Je fais un épisode quelque part à ma communauté de ce qui se passe en moi, que je me sentais dans un entre-deux par rapport aux réseaux sociaux, la façon dont je les utilisais, en tout cas tous mes moyens de communication, et que cet entre-deux serait peut-être un drame, je mets ça entre guillemets, parce que j'avais pas d'article et que j'avais ma chronique à envoyer, mais je leur expliquais que je voyais ça comme un cadeau parce que tous ces moments où j'ai été entre deux rives, en fait, c'était des moments de
de profondes transformations en moi. Et quand j'acceptais finalement, quand je ne résistais pas et que j'acceptais de me laisser un peu porter par les flots, à la recherche à l'horizon d'une nouvelle terre sur laquelle me poser, accoster, eh bien, j'ai reçu mes plus beaux cadeaux. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, spontanément, c'est vrai que j'ai eu de super retours par rapport à cet épisode du coup secret, caché. Je sais pas si un jour je les sortirai dans mon podcast. On verra, ce sera peut-être des épisodes cadeaux, des épisodes bonus. Mais il y a eu donc 3 épisodes, un par semaine, depuis 3 semaines. Et quelque part, ça m'a montré que cette envie soudaine, elle durait dans le temps. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je me lance. Donc, ma communauté savait que j'allais créer un podcast. Et je leur ai dit, la semaine dernière, écoutez, mercredi prochain, normalement, le prochain épisode, il est sur une plateforme publique. Et moi, et voilà, encore ce matin, je ne savais encore rien faire, je n'avais encore rien préparé. Mais il fallait juste me laisser le temps, je crois, d'accoster et finalement avoir trouvé cet univers qui est le mien. Donc, le hameau de la Reine, un univers dans lequel je t'invite et dans lequel on va vivre une première saison. Alors, je vais t'expliquer tout ça, mais avant, je vais me présenter. Alors, moi, je suis Valérie. Je suis ton hôte dans ce podcast. Je suis une femme très très créative. Alors je travaille à mon compte depuis quasiment toujours. Je suis artisane depuis 2006. Même si mon projet a commencé à mûrir en 2003 quand j'ai été en congé parental avec la naissance de mon 2e enfant. Je suis maman de 3 enfants et même si je suis entrepreneur, alors je travaille à domicile et c'est une bénédiction pour moi parce que je sais que j'ai un côté à la fois très femme, très maman au foyer en fait. Et je dois dire que l'entrepreneuriat pour moi c'est un moyen, alors d'expression de soi, mais c'est aussi un moyen de conjuguer ma vie professionnelle avec cette vie de femme au foyer à laquelle j'aspire. D'ailleurs, pendant les 3 années où j'étais en congé parental, souvent je croisais du monde avec le papa de mes enfants qui lui vivait dans un milieu très riche où il rencontrait beaucoup de personnes. Et quand je rencontrais des gens de son milieu, on me demandait et toi, qu'est-ce que tu fais? Et moi, quand je disais que j'étais à la maison, que je m'occupais donc du coup de notre premier enfant, et puis du deuxième qui allait naître ou qui était né. Finalement, je sentais que j'avais plus beaucoup d'intérêt pour les gens. Femmes au foyer, c'est fou parce que ça n'avait aucun intérêt pour les gens. Alors que c'est une posture, une position qui a beaucoup d'intérêt, en tout cas de mon point de vue, parce que on assume tellement de choses. C'est pas juste être là à la maison en attendant que monsieur rentre. Il y a une présence attentive auprès des enfants. Oui, il y a la gestion des faits des repas, mais en tout cas, moi, j'avais ce désir de faire des choses, fête maison. J'avais envie de prendre soin, en fait, de moi, de ma famille, de mes enfants. Il y avait le soin que je pouvais apporter aussi à la maison. Donc, évidemment, c'est l'entretenir, c'est nettoyer, mais c'est aussi, aménager, décorer, c'est créer un lieu dans lequel chacun se retrouve, se ressource. C'est être cette oreille attentive aussi pour ceux qui ont besoin. Donc c'est un côté un peu, c'est la psy, c'est l'infirmière, c'est aussi celle qui gère aussi les ressources, la compta, donc comptable. En fait il y a tellement de casquettes quand on est cette femme au foyer et j'espère que même si je suis entrepreneur, que je vais savoir rendre hommage à toutes ces femmes au foyer parce que je me sens aussi un peu comme elle et que je reconnais en fait toutes les casquettes qu'elles portent et tout le travail qu'elles font même s'il n'est pas rémunéré. Alors du coup c'est drôle parce que finalement quand l'entourage de mon mari me demandait qu'est-ce que tu fais toi, j'ai arrêté de dire que j'étais au foyer avec les enfants, je disais que j'étais cadre familial.
Et du coup, c'est drôle parce que le fait d'avoir changé les mots, comme quoi ça porte une vibration, hein, le fait d'avoir changé les mots, les gens me disent « Ah ouais, cadre familial, c'est quoi ça ?» Et là, je disais « Bah voilà, je suis comptable, psychologue, mais enfin j'énumérais tout ce qu'une femme au foyer finalement peut faire. » Et à la fin, je disais « Bah voilà, je suis à la maison et je m'occupe des enfants, etc. Mais je fais tout ça aussi. » Et c'est marrant parce que le fait de présenter les choses comme ça, ça donnait ça me donnait une certaine personnalité. Enfin, ça amusait les gens et tout d'un coup, je me sentais plus transparente, inintéressante. Comme quoi, hein, enfin, les mots portent une vibration et puis la façon aussi comment on vit notre posture, notre situation, ça porte aussi une vibration. Et peut-être que quand je disais que j'étais à la maison, que je m'occupais des enfants, eh bien, je portais quelque chose de collectif, hein, dans l'inconscient collectif, femme au foyer, c'est fou, hein, mais on dit, quelle valeur ça a. Et moi, je sais la valeur que ça a. Et je sais que toutes les mamans, toutes les femmes au foyer, elles savent toute la valeur infinie que ça a. Et du coup, finalement, l'entrepreneuriat, c'est venu à moi, mais comme une évidence, parce que oui, j'étais cette maman, cette femme au foyer, mais en même temps, j'avais ce désir d'autonomie financière et plus que ça même, j'avais ce désir d'exprimer ce que j'avais au fond de moi. Alors il faut dire que moi depuis toute petite, j'adorais dessiner, j'adorais bricoler, créer de mes mains. Et très rapidement, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quand les premiers choix d'orientation devaient être formulés. Moi j'ai demandé à faire les beaux-arts. Et faire les beaux-arts, mais pourquoi faire faire les beaux-arts les beaux-arts, c'est un loisir, quoi. C'est, tu veux pas apprendre un vrai métier? Alors là, je me suis dit, du haut de mes, je sais pas, j'avais 12-13 ans. 12-13 ans, je me dis, donc il y a des vrais métiers et des faux métiers. Ok, ça va être compliqué parce que moi j'ai vraiment envie de dessiner, de faire quelque chose de créatif. Je me suis dit je vais chercher un truc qui a l'air de matcher avec les beaux-arts. Et du coup j'ai dit je vais être dessinatrice de pub. J'ai vu que à la maison on avait la télé comme la plupart des gens et il y avait plein de publicités, il y avait bien du dessin, des trucs. Je savais même pas d'où j'avais sorti ça, je savais même pas si ça existait, dessinatrice de pub, mais ça me semblait être un peu sérieux ce truc-là et je disais je vais être dessinatrice de pub. Et je suis restée longtemps avec ça, puis au moment où il fallait former des vœux d'orientation, c'est même plus qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est des vœux d'orientation, forcément c'était les filières artistiques et les beaux-arts. Et revenait tout le temps fais un vrai métier, quoi. C'est terrible. Bon, c'est comme ça que je me suis retrouvée en fac de sciences. Eh ouais. Le grand écart. L'artiste qui se retrouve jusqu'en licence de chimie quand même. Ouais, je suis allée jusque-là. Alors pourquoi jusque-là? Pour dire mais pourquoi j'ai été jusque-là? Simplement parce que d'orientation en orientation, j'essayais de trouver une voie à chaque fois dans laquelle je trouvais un petit quelque chose qui touchait mon âme, quoi, qui m'animait. Et du coup, quand je me suis retrouvée alors fac de sciences, c'était dès la fac de sciences. Non, c'était pas dès la fac de sciences. Donc fac de sciences, je me suis retrouvée dans un univers. J'ai dit oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Bon j'y étais, fallait que je poursuive. Et bon, dans mon parcours, à côté de mes études, il s'est trouvé que j'ai découvert la formation. Donc j'ai été animatrice de formation BAFA pour former les animateurs de centres de vacances. Et j'ai adoré être dans cette posture de formatrice. Alors là, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je suis peut-être faite pour enseigner. Et du coup, je dis, je vais passer mon concours d'instit. Voilà. Et pour passer son concours, alors instit, on dit professeur des écoles maintenant.
ben, il fallait bac+3. Donc c'est pour ça que j'ai poussé jusqu'en licence. Mais c'était difficile, hein, parce que j'avais toujours cette âme très créative, cette fibre artistique. Et en fait, la licence de chimie, pourquoi? Parce que tout le reste ne me parlait pas du tout, du tout. Et que surtout avec cette licence de chimie, j'avais pu prendre une option qui était l'option botanique. Donc je suis formée à la reconnaissance des plantes sauvages. J'ai adoré, mais j'ai un rapport au végétal d'ailleurs toujours aujourd'hui. Je suis pas que, j'ai pas que ce côté artistique, créatif. Si tu me vois sur mon compte Instagram en pleine nature, en train de faire quelques cueillettes sauvages, en train de transformer ça en boisson, en petits plats savoureux, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est une part de moi. Et en fait, cette option botanique, elle avait deux choses qui me plaisaient. Déjà, la matière me plaisait. Et en même temps, elle me sortait des labos, des paillasses, là où ça sentait le produit chimique. J'étais dehors et on dessinait. On dessinait les plantes. Alors là, je me dis, rien que pour cette option, j'adore ce que je suis en train de faire. Mais franchement, ça a été très, très difficile pour moi. Quand j'ai enfin eu ma licence, je dis enfin parce que j'ai mis 3 ans avant de l'avoir tellement j'étais pas dans mon milieu, c'était pas, il y avait rien de, même en travaillant, c'était compliqué pour moi, franchement. Et j'avais des cours de physique quantique, de chimie atomistique, et je sais que j'ai vu que mon prof était à la fin me disait, bon mademoiselle, vous allez l'avoir cette année, votre licence. Et il m'a dit, quel sujet vous voulez avoir? Donc voilà comment j'ai fini par l'avoir. Et au bout du bout, finalement, mon diplôme en poche, qu'est-ce qu'on fait? La plupart des étudiants derrière, c'est on va s'inscrire. Alors ça s'appelait la NPE à l'époque. Ça te dit, voilà, ça te dit peut-être des choses sur mon grand âge. Je crois que comment ça s'appelle? C'est France Travail aujourd'hui que ça s'appelle? Ça doit être ça. Ça a été Pôle Emploi, France Travail. Bref, on va s'inscrire là-bas et c'est une toute autre ambiance. Et là, je me dis, waouh, tout ça pour ça. Toujours est-il que je suis sur le marché du travail et que je sais pas trop quoi faire parce que certes, je suis toujours très créative, mais j'ai aucun bagage qui pourrait légitimer une place, on va dire, dans un métier artistique. Par contre, voilà, j'ai une solide expérience en lien avec l'environnement, l'éducation à l'environnement. Et alors, j'avais passé mon concours d'instit aussi, je l'ai pas eu. Et puis, en fait, ça me faisait suer de rester sur les bancs de la fac et d'être étudiante. Moi, je voulais travailler. Là, j'étais à bac+3, mais en réalité, bac+6 parce que j'ai un peu galéré. Et je voulais travailler. Voilà, je voulais gagner ma vie. Et du coup, je me retrouve à être animatrice du patrimoine naturel. Et franchement, j'ai adoré. Parce que mon terrain de jeu, c'était la nature, quoi. Et je touchais tous les publics. Les scolaires. Alors pour l'instit qui n'avait pas eu son concours, je trouvais que c'était un joli pied de nez. J'intervenais dans les classes. Les scolaires, les centres de loisirs. Pour l'animatrice que j'ai été, j'ai trouvé ça très amusant aussi. Les touristes aussi, j'ai adoré. J'ai touché... Alors les personnes âgées, c'était au programme, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. Enfin, j'ai vraiment touché tous les publics. Et je faisais donc du coup des balades nature. Alors c'était des balades gustatives, on découvrait les plantes sauvages comestibles, des balades toponymiques. Donc on regardait, on partait avec une carte et on se questionnait. Moi, j'avais fait des recherches dans les archives, mais sur les noms des routes, des lieux, ce que ça racontait, puis qu'on envoyait encore des traces dans le monde, dans tout le monde végétal. Enfin, c'était vraiment, j'ai adoré en fait ce boulot, mais il était pas voué en fait à perdurer dans le temps. Donc, je suis devenue maman après et finalement, ça a été un moment de bascule pour moi puisque à la naissance de mon 2e enfant, j'ai eu un congé parental. Et j'ai découvert, par le plus grand des hasards, la création de mobilier en carton. Alors, hasard entre guillemets, parce que c'est vrai que du fait
de mes anciens métiers où j'ai été quand même pas mal animatrice, en lien avec l'environnement, l'éducation à l'environnement, c'est vrai que il m'est arrivé aussi de parler pas mal de recyclage. Et que quand on parle de recyclage, c'est assez classique, c'est on va recycler le papier, quoi. Et moi, j'en avais marre qu'on me demande des ateliers pour recycler le papier. Donc, en parlant de recyclage, je me suis dit, moi, je vais peut-être profiter de mon congé parental pour tenter de me recycler, justement, puis être un peu force de proposition, parce que je savais pas trop ce que j'allais faire après mes 3 ans de congé parental. Et du coup, je tombe par hasard sur des meubles en carton, la création de meubles en carton. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Je voyais bien, on partait de carton, d'emballage, donc un matériau destiné à être jeté, et on pouvait en faire des meubles fonctionnels, durables. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, je me suis prise de passion pour ça. J'ai cherché, j'ai trouvé. Je te fais l'histoire courte, mais je suis partie me former auprès du concepteur de la méthode, Éric Guillaumard. Et je suis prise de passion pour cette création. Très rapidement, je développe au-delà, en fait, une technique au-delà de ce que j'ai appris, parce que c'est vrai que ce que j'ai appris, on était dans des formes très... on avait l'impression de créer des meubles, comment dire, c'était un peu l'univers La Belle et la Bête, voilà, des grosses commodes, ventrues, c'était très coloré. Et j'ai fait ce genre de choses parce que tu sais, au début, quand tu apprends quelque chose, tu répètes ce qu'on t'apprend, c'est comme la musique, tu fais voilà tes gammes, tu joues la musique des autres, et puis un jour, quand tu es assez aguerri avec ton instrument de musique, tu commences à composer puis à faire ta propre musique. Moi, c'est ce qui s'est passé avec la création de meubles en carton, et j'ai commencé à explorer l'encadrement. Enfin, vraiment, je sortais de tout ce qu'on m'avait appris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer des meubles de style, un style qui me plaisait. J'adorais tous les magazines de décoration, style campagne chic, cosy et je ne sais pas quoi, enfin, ou campagne, ouais, je sais plus, je me rappelle plus des noms de magazines, mais enfin, tout ce qui mettait en avant, en lumière des intérieurs très décoration de charme. C'est ça, campagne chic, cottagecore, on dirait aujourd'hui. Et moi, c'était ça que je voulais chez moi. Donc, j'ai commencé à chercher puisque je maîtrisais la création de mobilier en carton. Je dis, je vais faire mes propres meubles. Et c'est comme ça que j'ai finalement créé mon propre style. Alors, mon propre style n'est pas venu tout de suite puisque donc 2003, je suis en congé parental jusqu'en 2006. Et j'ai profité de ces 3 années, du coup, en faisant mûrir le projet de créer mon entreprise parce que je me voyais pas reprendre là où j'étais à l'époque. Je me voyais pas redevenir salariée. Je voulais rester à la maison avec mes enfants, mais en même temps, je voulais mon autonomie financière. Donc 2006, je crée Mobilia dell'Arte. Alors Mobilia dell'Arte, qui a aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre ce podcast, déjà 19 ans d'existence, enfin 19 ans là au mois de juin. C'est fou quand j'y pense, tout le chemin parcouru. À l'époque, moi, je voulais créer chez moi tranquillement, dans ma petite pièce de mon appartement, et puis c'était tout. Sauf que on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, et très vite, Mobilia dell'Arte a eu une certaine notoriété, et rapidement, on m'a demandé si je faisais des cours, des stages. Non, pas du tout. Mais comme il y avait de la demande et beaucoup de demandes, je me suis dit peut-être qu'il faut que je développe ce pan de mon activité. Moi, je faisais que de la création à l'époque. Et finalement, c'était pas mal parce que je m'appuyais sur mon bagage. J'ai passé mon concours d'instit. Et tout ce qui est pédagogie, j'avais appris quelque part à créer un contenu, à enseigner et puis à m'adapter aussi aux différents profils.
Donc c'est vrai que moi, quand j'ai appris la création de mobilier en carton, si on apprenait, comme j'enregistre le podcast, là, tu vois, c'est dans le flow, hein, il n'y avait pas de méthode, hein, c'est qu'est-ce que tu veux créer, ok, alors soit tu prends un gabarit, soit, allez, on va chercher ça ensemble, mais au fond, il n'y avait pas de méthode en soi. Et moi, alors je suis du signe de la Vierge. Tu vas voir que je vais très souvent te parler d'astrologie, tu vas comprendre pourquoi. Je suis du signe de la Vierge, donc j'ai ce côté aussi qui est très structuré, tu vois, et j'ai besoin d'avoir des process, en fait, dans ma vie. Donc moi, si on me demande d'animer des ateliers, des stages de création de mobilier en carton, je me vois pas le faire comme ça. Je me dis, en fait, il faut que je structure le contenu, quoi. Et à partir de ce que j'avais appris, je me suis dit, en fait, voilà, il y a 3-4 techniques de création de mobilier en carton. Et j'ai structuré tout ce contenu. Et j'ai commencé à ouvrir mes ateliers. Alors, dans mon petit chez moi, mon appartement, j'avais dédié une pièce et c'était toujours plein, quoi. Donc, j'avais la création pour les particuliers, pour les magasins. Et puis j'accueillais des gens qui voulaient créer leurs propres meubles. Alors comme j'avais bien structuré mon contenu, c'était génial parce qu'en fonction de là où elles en étaient, on avait des niveaux 1, 2, 3, 4, etc. Enfin c'était vraiment, j'ai adoré quoi, une période très très intéressante, mais où tout se passait voilà chez moi dans cette petite pièce. Et puis il y a eu ce moment où là j'étais encore à je commençais à créer des choses par moi-même, mais j'avais encore le style de mon enseignant quelque part. Et c'est après cette période où finalement j'ai commencé à développer mon propre style. Alors mon style qui est justement que je trouvais dans tous ces magazines très campagne chic, qui était le style gustavien. Et le style gustavien, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins du style Louis XVI, qui est patiné et sur lequel on n'a pas forcément des étoffes précieuses, mais des étoffes très simples, quoi, de jolies cotonnades. En fait, l'histoire du gustavien, c'est Gustave III, donc Suède, je crois, de mémoire, qui découvre le somptueux mobilier justement de style Louis XVI. Enfin, on dit Louis XVI, mais en réalité, c'est Marie-Antoinette qui avait initié un sacré vent de fraîcheur et de renouveau dans le mobilier. Enfin bon, style Louis XVI. Donc le roi Gustave III vraiment a trouvé mais juste somptueux, magnifique le style Louis XVI, et il a voulu donc le reproduire chez lui. Sauf que nous, en France, on avait donc des bois précieux, du chêne, on avait des filatures, voilà, des fabriques de soie. Franchement, on avait des matériaux précieux pour avoir ce mobilier de prestige. Et en Suède, eux, ils avaient plutôt du bois comme du pin, quoi. Donc c'était pas les bois précieux comme chez nous. Et en matière de tissu, c'était plutôt voilà des cotonnades, des choses comme ça. Mais comme le bois n'était pas précieux, ils reproduisaient en fait les moulures, les sculptures du style Louis XVI, et ils les peignaient donc dans ces teintes qu'on connaît bien, dans le style gustavien. Donc c'est des teintes poudrées, on est dans des bleus, gris, roses, beige, crème, et tout ça c'est très poudré, avec des tissus finalement très simples, quoi. Et moi j'aimais bien ce style-là parce qu'il y avait à la fois le côté très très élégant, très fastueux, le chic à la française, mais en même temps avec cette simplicité que le gustavien venait lui apporter, parce qu'on était dans des matériaux non précieux quelque part. Et je me disais, avec mon carton, quelque part, on est un petit peu dans cette idée-là. Je pourrais faire quelque chose d'aussi précieux avec un matériau qui est non précieux. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc Mobilia dell'Arte a encore grandi en notoriété, et notamment à partir du moment où j'ai développé ce style Louis XVI. Alors tu commences à comprendre pourquoi ce podcast s'appelle Le hameau de la reine. Alors pas essentiellement parce que je fais du mobilier de style Louis XVI. En fait, il y a plein de faits amusants. Je suis fille d'une lignée de Marie-Antoinette pluriel. Et c'est pas une blague. Ma maman s'appelle Marie-Antoinette, même si personne ne l'appelle comme ça. Mon arrière-grand-mère maternelle s'appelait Marie.
Antoinette. Alors ce sont toutes des Marie-Antoinette. Alors il y en a une avec le trait d'union, l'autre sans trait d'union, l'autre ses premiers, l'autre ses seconds prénoms. Enfin, c'est vraiment très amusant. Mon arrière-grand-mère maternelle, c'était encore une Marie-Antoinette. Donc bref, je suis une descendante de plusieurs Marie-Antoinette. Et je crée du mobilier de style Louis XVI. Mais ça, c'est vraiment parce que, voilà, j'aimais ça, quoi. J'aimais le style. Mais bon, ça m'a interpellée, j'ai trouvé ça amusant. Et je suis née en région centre aussi, dans la vallée des Rois. Donc ça, c'est amusant. Mais ce qui est le plus amusant, c'est que la date du 13 juillet, donc qui n'est pas une date anodine, hein, quand on parle de Louis XVI, alors on va dire oui, c'est le 14 juillet, bah oui, mais attends, tu vas voir. La date du 13 juillet me suit. Donc le papa de mes enfants était né un 13 juillet. La personne auprès de qui j'ai appris à faire du mobilier en carton était née un 13 juillet aussi. Et mon deuxième prénom, c'est le prénom de la meilleure amie de ma maman qui est décédée. Alors je disais était née parce que en fait ces trois personnes sont toutes décédées. Mais cette meilleure amie de ma maman dont je porte le prénom, en second prénom, est décédée un 13 juillet. Donc 13 juillet, tu vois que c'est aussi une date très importante. Alors bon, à travers ça, je suis en train de te dire, tu vois, en filigrane que bon, les histoires de tu vois, de vie antérieure, je pense que on vient s'incarner là dans notre vie là. Mais on a un lien au-delà de notre personne, hein, avec nos lignées, avec une histoire qu'on a peut-être traversée. Et moi, cette date du 13 juillet, bah, elle m'interpelle quand même. Quand je regarde sur ma carte natale, et je vais t'expliquer après pourquoi je te parle de ma carte natale, mais quand je regarde sur ma carte natale, bon, moi j'ai une Vénus, la planète Vénus qui est dans le signe du Lion. Vénus qui est la planète de la beauté, de la créativité, du plaisir qu'on prend. Dans le signe du Lion, on est vraiment dans la souveraineté, la royauté. Bon, ben on le voit, hein, mon style Louis XVI, quelque part, il est là. Dans ma maison 2, en plus, donc la maison 2 qui est une maison astrologique qui parle de nos ressources, hein, nos talents bruts, quelque part. Quelque part, c'est ce que je fais. Mon talent brut, il était là. Hein. Il y avait quelque chose qui était teinté de ça, que je devais faire émerger, que je devais travailler, affiner, affûter. Et j'ai ma lune natale qui est en Verseau. Alors, je te parle de ma lune natale et de ma Vénus natale parce que ce sont les deux planètes féminines de nos cartes natales. Et que, en fait, dans toute l'histoire que je viens de raconter, rien que ma lune natale en Verseau, qui est le Verseau, le signe révolutionnaire quelque part. Enfin, on va dire, il n'est pas forcément révolutionnaire, c'est pas forcément un rebelle. En tout cas, c'est celui qui a envie d'affirmer son unicité. Donc, à l'excès, en effet, c'est le révolutionnaire, c'est le rebelle. Et dans l'histoire de France, hein, on connaît le 14 juillet qui est la prise de la Bastille, mais les 12 et 13 juillet, on a eu, c'est les émeutes de je sais plus quoi d'ailleurs, mais enfin en tout cas c'était les émeutes juste avant la prise de la Bastille. Et ben forcément ce 13 juillet qui est une date qui revient très souvent dans ma vie me fait penser à ma lune en Verseau. Il y a quelque chose de révolutionnaire à la fois en moi, et à la fois il y a cette Vénus qui est très souveraine et c'est marrant parce que quand je crée du mobilier en carton de style Louis XVI, je me dis, ben oui, il y a un côté très traditionnel et en même temps, il y a un côté très atypique, le côté très atypique du Verseau, parce que j'aurais pu faire ça à la façon traditionnelle, ancienne, j'aurais pu faire de l'ébénisterie d'art, tu vois, et non, pas du tout, moi je fais ça avec du carton, donc complètement atypique, tu vois. Pourquoi je te parle de ma carte natale ? Parce que tu verras qu'on aura l'occasion d'en reparler tout au long de ce podcast, mais moi, à l'origine, enfin mon métier, c'est je suis artisane, hein, je suis créatrice de mobilier et accessoires en carton de style Louis XVI. C'est comme ça que je me présente. Mais en 19 années, finalement, d'exercice, il s'en est passé des choses. Tellement de choses. Et
je te déclinerai ça en plusieurs épisodes parce qu'il y a des leçons, je dirais, à partager, que j'ai envie de partager. Mais sur ce chemin, en fait, ce que je veux te mentionner aujourd'hui, c'est que je me suis formée à l'astrologie. C'est arrivé doucement, mais sûrement dans ma vie. Je me suis formée à l'astrologie et c'est vrai qu'il y a un moment donné où je me suis demandé si, en fait, je suis quoi? Je suis astrologue ou je reste artisane, créatrice de mobilier en carton? J'arrivais pas à choisir. Et en fait, j'ai pas à choisir, quoi. Je suis les deux. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, je me présente à toi en tant que créatrice de mobilier accessoire en carton. Mais j'ai cet univers tellement particulier parce que l'astrologie me guide. L'astrologie me guide et pour revenir au tout début de cet épisode d'introduction, de présentation, je te disais, tu vois, ce matin, je savais pas encore si j'allais faire des saisons ou quoi que ce soit. Et puis au fur et à mesure que je créais les éléments, donc le visuel de mon podcast, que je choisissais la musique, etc., l'évidence est arrivée. Je me suis dit, mais en fait, si je vais faire une saison, et mes saisons à chaque fois, une saison, des saisons, chaque saison va être composée de 12 épisodes. Il faut savoir que le nombre 12, il a une symbolique importante quand on est astrologue. Les 12 signes du zodiaque, les 12 maisons astrologiques qui représentent 12 domaines de notre vie. Et puis on peut chercher encore plus loin, on peut parler des 12 travaux d'Hercule, on peut parler des 12 étapes du voyage du héros. Enfin, 12 est un nombre vraiment présent partout. Et moi, partout où je vois le nombre 12, tu peux être sûr que je dis, je suis sûre qu'il y a un lien avec l'astrologie. Eh bien, justement, je viens de te parler du voyage héroïque. Et il se trouve que, cette année, depuis septembre dernier, puisqu'en fait, ça se calcule à partir de notre date anniversaire, donc depuis le 20 septembre dernier, qui est le jour de mon anniversaire, le 20 septembre dernier, j'ai regardé quel était mon Time Lord. Le Time Lord, c'est le maître du temps, donc notre planète maîtresse, en fait, pour une année. Et en fait, quand on connaît notre maître du temps, c'est quand même très intéressant, je dirais même conseillé, judicieux de regarder ce que cette planète va faire pendant notre année. Et moi, cette année, donc jusqu'au 20 septembre prochain, mon maître du temps, c'est Mars. Mars, en fait, il a un cycle avec le Soleil, donc qu'on peut décrire à travers 12 étapes. Et les 12 étapes de ce cycle Soleil-Mars, ont des similitudes très, très étonnantes avec le voyage du héros, décrit par Joseph Campbell, les 12 étapes du voyage du héros. Et en fait, chacune des étapes décrit un aspect, donc majeur ou mineur, de Mars au Soleil dans son cycle. Donc Mars a fait un cycle en 2 ans. Et c'est marrant parce que je crois que cette idée de podcast a commencé à mûrir... il y a un peu plus de 2 ans. Enfin, en tout cas, ces 2 dernières années, pour moi, c'était l'épreuve ultime dans mon épopée de 19 ans d'entrepreneuriat avec Mobilia dell'Arte. Et là, je sais pas si tu connais le voyage du héros, mais je te mettrai un lien, si tu veux, dans la description pour que tu comprennes en quoi ça consiste. Mais là, j'en suis vraiment à l'étape où, ça y est, je rentre à la maison, quoi. Je suis comme Ulysse qui a fait un beau voyage et je reviens à la maison. La maison, c'est le retour au point d'origine, sauf que on n'est plus du tout la même personne. Et en fait, c'est exactement ce que je vis en ce moment. Je t'ai dit, au début, je me suis présentée comme créatrice de mobilier accessoire en carton. Puis tu as vu qu'il y a eu l'astrologie, puis il y a eu plein d'autres choses, mais je t'en parlerai dans d'autres épisodes. Et là, je reviens, je suis créatrice de mobilier accessoire en carton. Point. Mais plus du tout la même, parce que l'astrologie et tant d'autres choses a tellement de place aujourd'hui dans ma vie personnelle et professionnelle. Alors,
Mars, mon maître du temps, c'était très très intéressant de regarder ce qu'il faisait cette année parce que en 2025, il a rétrogradé. Hein, et puis pas qu'un peu et pas n'importe où. Hein, pour moi, sur ma maison 1. La maison 1 qui est la maison la plus personnelle. Hein, c'est le domaine de vie sur lequel tout repose, quoi. C'est la maison 1, c'est qui je suis, comment je perçois le monde. C'est finalement le masque aussi social que l'on porte, hein, et donc du coup quelque part comment les autres vont nous percevoir, bien que la façon dont les autres vont nous percevoir, pour moi c'est plutôt un autre point de notre carte natale, mais quelque part voilà, c'est ça, c'est le pas le, je vais pas dire le masque social parce que je trouve que le mot masque peut être interprété comme quelque chose de négatif. Je veux dire c'est plutôt le costume, voilà, c'est le costume que l'on porte et l'habit fait le moine, hein, et avec le costume finalement que l'on porte, et les autres vont se faire une idée finalement de qui l'on est et ont tout de suite une idée de. En fait, ils captent l'énergie en fait que l'on renvoie. Et donc cette maison 1, c'est le socle finalement pour pouvoir concrétiser, manifester tout ce qu'on a envie dans sa vie. Et moi, Mars y rétrogradait sur cette maison-là pour moi. Donc sacrée année pour finalement, oui, c'était le retour à la maison. Et en même temps, en étant tout à fait la même et complètement une autre, quoi. Donc le hameau de la Reine, tu vois pourquoi ce nom? Parce que oui, créatrice de mobilier accessoire de style Louis XVI, parce que fille d'une lignée de plusieurs Marie-Antoinette, parce que ce 13 juillet qui me tourne autour depuis ma naissance, hein, et puis finalement des éléments de ma carte natale qui font le lien, quoi, avec tout cela. Donc le hameau de la Reine, on y va. Ah oui, puis si quand même, le hameau de la Reine, pourquoi le hameau de la Reine? Parce que mon univers, finalement, aujourd'hui, il se situe à la fois il se situe entre deux univers. Hein. Il y a le petit Trianon de la Reine, où on est voilà justement dans l'élégance, le chic à la française, et en même temps la simplicité, hein, que Marie-Antoinette avait mis justement dans l'aménagement et la décoration du petit Trianon, comparé à Versailles, hein, parce que évidemment que c'était pas simple, hein, par rapport au commun des mortels, mais c'était beaucoup plus sobre en fait que ce qu'il y avait à Versailles. Et elle y tenait. D'ailleurs, petite anecdote, le théâtre de Marie-Antoinette, puisqu'elle elle aimait jouer au théâtre, le théâtre de Marie-Antoinette, c'était que du carton, quoi. C'était tout était factice, hein. C'était pas du marbre, c'était pas de l'or, tout était fait en carton plâtre. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que sur le petit Trianon, c'était un des vestiges qui était le moins pillé, en fait, parce que les gens s'étaient rendus compte que ça ne valait rien quelque part. Bref, voilà, parenthèse fermée. Donc mon univers, il est entre ça, entre l'élégance chic à la française du petit Trianon, et en même temps, j'ai un pied dans le hameau de la Reine, qui est très campagne, rustique. Et là, on est plus dans l'univers du cottagecore. Donc, mais le cottagecore, c'est une vie à la campagne qui est romantisée. Et Marie-Antoinette, c'est vraiment ce qu'elle avait fait. Hein. Elle faisait l'école à la maison. Tiens, c'est marrant, quelque chose que j'ai fait à mes enfants aussi pendant une période de ma vie. Donc, elle faisait l'école à la maison à ses enfants. Dans le hameau, elle voulait leur montrer ce que c'était que la vie, la nature. Mais comme on disait, voilà, au hameau de la Reine, les cochons étaient propres, enfin les moutons étaient bien blancs, enfin tout était beau, quoi, en fait. C'était pas la vie à la ferme telle que c'était dans les fermes où on produisait on produisait pour nourrir finalement tout un chacun. Ce hameau de la Reine, où il a un côté très cottagecore. Et mon univers, en fait, il est à la fois entre le petit Trianon et ce hameau de la Reine. Donc voilà pourquoi
le nom de mon podcast, c'est le hameau de la Reine. Donc je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais que tu entres un petit peu dans mon univers, que tu comprennes qui j'étais, que tu entres dans cet univers créatif, dans la matière, mais pas que. Tu vas voir que du fait que je sois formée à l'astrologie et que je considère que je converse en fait continuellement avec l'univers, parce que l'astrologie c'est la langue des planètes, des étoiles. Ça me permet de voir quelque part des synchronicités tout autour de moi qui font qu'aujourd'hui je suis qui je suis, Mobilia dell'Arte est devenu ce que c'est devenu, et que c'est aussi ça que j'ai envie de te partager dans ce podcast. Alors la première saison va se structurer en 12 épisodes qui vont suivre quelque part les 12 étapes du voyage du héros. Pourquoi ? Parce que Mars est mon maître du temps et que ce qu'on vient de faire dans cet épisode aujourd'hui, je suis en train de te décrire la première étape qui est la description. On est dans le monde ordinaire, quoi. Alors on a regardé un petit peu dans le futur pour te poser un peu le contexte, mais mon monde ordinaire, c'est ça, je voulais faire un métier artistique. J'ai fait des études scientifiques et au bout du bout, je suis la plus heureuse du monde puisque j'exerce un métier sur le secteur de l'artisanat d'art. Voilà. Et nous verrons, comment ces 19 années d'entrepreneuriat à travers ce voyage héroïque m'ont transformé et ont transformé Mobilia dell'Arte. Et à chaque fois, j'espère que je vais pouvoir te laisser avec une pensée ou quelque chose à observer dans ta propre vie, puisque j'espère que ce podcast soit à la fois divertissant et en même temps inspirant pour toi. Voilà, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans le hameau de la Reine. Si ce podcast a éveillé quelque chose en toi, pense à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager avec une amie qui rêve, elle aussi, d'un quotidien plus beau, plus doux, plus créatif. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, de t'inspirer, de créer à ton rythme et de tisser des liens avec d'autres femmes qui transforment leur vie une création à la fois, je t'invite à rejoindre le Cercle des Cosy Créatives, mon espace d'abonnement en ligne pour cultiver ensemble une vie somptueuse en harmonie avec les saisons. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et d'ici notre prochain rendez-vous, souviens-toi, ton plaisir est sacré, il est la source de ton pouvoir créateur.